Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims, est notre invité. Bonjour. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évoquer votre stratégie politique, vos 4 ans de mandat à la tête de Reims et puis vos grands projets pour la ville. Mais une première question, on a indiqué sous votre nom Les Républicains. Est-ce que vous faites encore partie de cette famille politique ? J'en fais partie, je suis toujours adhérent des Républicains et je suis un homme de droite et je ne mettrai jamais mes valeurs, en tout cas dans ma poche. En tout cas, votre positionnement politique, ça va être notre premier thème. Vous êtes les Républicains, vous venez de le dire, mais vous avez été pourtant l'une des premières collectivités à signer avec l'État le contrat de maîtrise des dépenses locales. Pourquoi l'avez-vous fait ? Vous allez nous le dire après cette petite explication sur le contrat. En quoi consiste la contractualisation ? C'est un accord financier entre l'État et les collectivités qui s'engage à limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2% pendant 3 ans. Le fonctionnement, ça porte sur la masse salariale, donc bien tenir la masse salariale, les dépenses d'entretien courant, les dépenses qui sont liées aux différents équipements qui existent dans les collectivités. En échange, l'État ne baisse pas l'aide aux collectivités et promet même un coup de pouce à l'investissement. Pour le gouvernement, ce système est gagnant-gagnant, mais en réalité, les collectivités n'ont pas d'autre alternative. Si les collectivités ne tiennent pas leur engagement en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, il y aura ce que l'État appelle la reprise financière. Autrement dit, l'État sanctionnera quelque part financièrement les collectivités. 322 collectivités sont concernées. Parmi les premiers signataires, Reims. La ville fait figure de bon élève pour Bercy car ses dépenses de fonctionnement sont déjà sous les 1,2%. Mais des questions demeurent sur la nature des économies à réaliser. Bon, Arnaud Robinet, alors première question. Donc, pourquoi avez-vous signé ce contrat ? Parce que c'est une question de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis des Rémoises et des Rémois et de l'utilisation non pas de l'argent public mais de l'argent des contribuables. Et depuis 2014, nous sommes engagés à une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Je rappelle qu'en 2014, nous étions sous le mandat de François Hollande et que les collectivités subissaient de fortes baisses de dotation. Et donc, il a fallu s'adapter. Un choix s'offrait à moi, c'était maintenir ces dépenses de fonctionnement et diminuer l'investissement. Parce qu'une collectivité, on la gère comme une entreprise, comme un portefeuille familial. Le choix qui était le mien est de dire on va baisser le fonctionnement, on va garder le même niveau d'investissement parce que derrière, on prépare l'avenir du territoire et surtout, des travaux, ce sont des entreprises, de l'emploi, de la création de richesses. Et donc, depuis 2014, nous maîtrisons et nous sommes en deçà des 1,2 préconisés justement par cette contractualisation. Et je dirais que cette bonne gestion a été reconnue par la Cour des comptes dans un rapport il y a maintenant presque 2 ans, montrant Reims comme faisant figure de bon élève en termes de gestion de l'argent public. Mais ces contrats de maîtrise des dépenses locales ne font pas l'unanimité. On a vu l'Association des maires de France, avec à sa tête François Baroin, qui s'est prononcé contre. Votre opposition au conseil municipal s'est aussi prononcée contre, a parlé de la fin de la décentralisation, d'une mise sous tutelle des collectivités. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous savez, la mise sous tutelle, c'est lorsque l'État nous impose des baisses de dotation. La mise sous tutelle, c'est lorsque l'État nous impose d'autres prérogatives. Je peux revenir sur les rythmes scolaires, à titre d'exemple, où sans compensation, nous dépensons plus et donc nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec l'argent du contribuable. Cette contractualisation va nous permettre justement de ne plus subir ces baisses de dotation. Combien vous allez avoir de l'État ? De l'État, aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact en termes de millions d'euros, mais il est clair que ces baisses n'existeront plus et l'État va nous accompagner sur des projets d'investissement. C'est du gagnant-gagnant. Et je le dis clairement, il est vrai que depuis un certain nombre d'années, les villes, les collectivités ont eu tendance à ne pas gérer de façon responsable l'argent public et l'argent du contribuable. Mais il y a la question du service public. Est-ce que le service public a changé à Reims depuis 2014 ? On va revenir là-dessus en seconde partie. Oui, il y a également, je dirais, un dialogue permanent avec les représentations syndicales de nos 2 collectivités, Ville de Reims et Grand Reims. Donc, chacun a pris ses responsabilités. Moi, le matin, je peux me regarder dans une glace parce que la situation de la Ville de Reims, c'est un désendettement de la ville avec un niveau d'investissement important et une maîtrise
des dépenses de fonctionnement. Il y a quand même eu quelques grèves, je disais, on va en reparler Des tout à l'heure, des grèves des agents municipaux. Oui, mais même des agents municipaux, hein, je pense des agents qui étaient inquiets pour leur avenir, les gens qui devaient travailler notamment dans les quartiers, pour les conducteurs d'autobus. Les conducteurs d'autobus, ce n'est pas des agents de la collectivité. Citura est une entreprise privée. Depuis 2014, je n'ai pas eu, je dirais, de mouvement de grève au sein de la collectivité. En tout cas, des questionnements, il y en a, puisqu'on les a contactés et puis les gens se posent des questions. Les questionnements, c'est normal. Sur votre positionnement politique, est-ce que vous vous rapprochez du gouvernement? Est-ce que vous vous rapprochez de En Marche? Ou alors est-ce que vous restez chez les Républicains? Cela dit, on peut avoir les deux étiquettes. Hein. Il n'est pas question pour moi d'avoir deux étiquettes. Je le dis, je suis un homme de droite libérale, humaniste, pro-européenne, qui ne partage pas aujourd'hui la ligne politique portée par le président de ma formation politique. Mais vous savez, lorsque vous êtes maire... Laurent Wauquiez. Mais lorsque vous êtes maire, vous ne dirigez pas une ville avec la bannière d'un parti politique. Il faut du pragmatisme. Et il est vrai que j'ai aussi une amitié pour le Premier ministre. Vous voyez souvent, hein, il y a d'ailleurs un petit article qui est sorti dans le Figaro. Vous êtes souvent à Matignon. Que je vois souvent et qui est un homme de droite. Et je le dis, il faut être pragmatique. Lorsque le gouvernement met en place des mesures que la droite elle-même voulait mettre en place il y a quelques années et qu'elle n'a pas pu mettre pour diverses raisons, il faut encourager, il faut accompagner. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir des interrogations, des différences en termes de fiscalité. La CSG pour les retraités, j'étais plutôt favorable à une augmentation de la TVA hors produit de nécessité, bien sûr. Sur la question, on en reparlera peut-être, sur la politique de la ville, j'ai des inquiétudes également, mais je suis quelqu'un de pragmatique. Et puis, je vais vous dire une chose, ce que je souhaite, c'est la réussite de la France. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans les pays européens voisins, je prends l'Italie aujourd'hui, avec cette coalition de l'extrême droite et de l'extrême gauche, si Emmanuel Macron ne réussit pas, si Édouard Philippe ne réussit pas à mener des réformes pour préparer notre pays, on risque en 2022 de se retrouver à l'élection présidentielle avec l'extrême droite ou l'extrême gauche. 2020, ce sont les municipales, peut-être, ou 2021. Est-ce que 2020. Vous y repartez ? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 2/3 du mandat. On le sait déjà. Enfin, en tout cas, chez En Marche, il y a Patricia Gruson qui a annoncé qu'elle serait sur une liste, alors que ce soit sur la vôtre ou sur une liste d'En Marche, mais que cette fois, il y aurait une liste En Marche, identifiée En Marche pour les municipales à Reims. Cette dame que je ne connais pas, je crois d'ailleurs... Elle est responsable de En Marche dans toute la Marne. Oui, mais je crois qu'elle habite à Châlons-en-Champagne. Tout à fait, oui, donc, mais elle viendrait sur Reims. Si c'est ça le nouveau monde, de faire du tourisme politique, en tout cas, je n'y adhère pas. Mais je peux vous dire que j'ai de très bonnes relations avec la députée En Marche, Aïna Curic de Reims, et que dans ma majorité municipale, j'ai 2 adjoints qui sont adhérents En Marche, et que ma majorité municipale, qui est unie et rassemblée, va d'élus provenant de LR, du MoDem, de l'UDI et d'En Marche aujourd'hui. Donc vous serez candidat ou pas? Vous ferez une liste ou pas? Vous savez, je vais être franc, et je n'ai pas la langue dans ma poche, et je veux être franc vis-à-vis des Rémoises et des Rémois. Aujourd'hui, il me reste 2 ans d'action que nous voulons mener avec l'équipe qui m'accompagne. Il nous reste encore des choses à faire, bien sûr. Mais il est clair que certains projets méritent d'être approfondis. Et puis, j'ai aussi encore beaucoup d'idées pour cette ville qui me passionne et que j'aime. Mais j'annoncerai ma décision finale parce que, vous savez, d'ici 2 ans, beaucoup d'eau vont couler sur les ponts. Et en tout cas, la seule chose que je demande à l'équipe qui m'accompagne et qui m'entoure, c'est de rester mobilisé pour ces 2 dernières années avec un seul objectif, c'est servir les Rémoises et les Rémois et préparer l'avenir du territoire. Alors, on revient sur les conséquences de ce contrat de maîtrise des dépenses locales. Édouard Philippe le disait dans le reportage, il faut réduire la masse salariale. Et on parlait des agents municipaux. Apparemment, je les ai contactés, ils disent que 120 emplois auraient été gelés, c'est-à-dire 120 départs qui n'auraient pas été remplacés, sur 2000 que compte la ville de Reims. Vous savez, quand on parle, on est fortement mutualisé avec le Grand Reims. Grand Reims, c'est 3600 agents. Tout à fait. Il est vrai qu'il y a des postes qui ont été gelés, qui n'ont pas été remplacés. Et je salue, moi je dirais, le travail réalisé quotidiennement des agents de la ville de Reims et du Grand Reims qui prennent leurs responsabilités, qui ont chevillé au corps le service public. Ce qui m'importe, c'est est-ce que ce service public a été diminué à Reims? Non, je ne le crois pas. Par contre, aujourd'hui, on doit se poser la question de ce que doit être le service public. Je vous donne toujours 2 exemples. Est-ce que le service public, c'est ouvrir une piscine le matin dès 7h pour 4, 5 ou 6 nageurs? Oh, il y a plus de nageurs. C'est un exemple. Est-ce que le service public, c'est ouvrir une crèche un samedi matin pour une famille
Je ne le pense pas. Mais donc, on doit aussi réadapter ce service public, un service public du 21e siècle. On doit aussi s'adapter avec la numérisation, avec donc le numérique, et donc il y a une adaptation. Je parlais tout à l'heure des médiateurs des quartiers. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont désormais rattachés au service des sports? Et est-ce que leur métier va changer? Leur mission reste la même. Il est clair que j'ai souhaité que la médiation, en tout cas, prenne en compte la partie sportive. Notamment dans les différents quartiers, on a une très forte demande de la part de la jeunesse d'activités sportives. Et donc, il m'a semblé logique, mais j'ai discuté avec les médiateurs et je continuerai à discuter avec eux, que leur mission reste la même au sein des différents quartiers qu'ils connaissent parfaitement. Certains d'entre eux, d'ailleurs, proviennent du monde sportif. Et donc, c'était de dire, on va aujourd'hui utiliser le sport comme moyen supplémentaire dans le cas de la médiation. Alors, est-ce le moment de faire des économies? J'ai envie de vous poser cette question, alors qu'on voit quand même que la grogne sociale existe en France, alors au niveau national, mais aussi au niveau local, il y a eu des petites grèves. Alors, vous dites que ça ne dépend pas directement de vous, mais il y en a eu chez Citura, par exemple. Je rappelle Citura est une entreprise privée. Tout à fait. Donc, est-ce que, mais qui assure le transport à Reims? Mais qui n'est pas géré par la collectivité. Non, tout à fait. Mais est-ce que c'est le moment quand même, globalement, alors que les gens sont inquiets pour leur avenir, pour leur métier, est-ce que c'est le moment de leur dire, on va faire des économies, et notamment dans le fonctionnement? Mais vous savez, il y a très peu de temps, quelques semaines, j'ai rencontré l'ensemble des représentations syndicales de la collectivité. Et nous travaillons ensemble, et j'ai annoncé, avec la Prendre du Grand Reims, des avancées en termes sociaux pour l'ensemble des agents de la ville de Reims. Pourquoi aujourd'hui je peux faire ces avancées? Je prends un exemple, notamment une participation supplémentaire dans les tickets restaurants. C'est un exemple. Pourquoi je peux le faire aujourd'hui? Parce que la gestion de la collectivité depuis 2014 nous permet justement de rétribuer d'une certaine manière les efforts consentis par l'ensemble des agents de la collectivité, qui nous amène aujourd'hui à avoir une situation financière et budgétaire saine et qui nous permet d'investir. Et il y a aussi des transferts qui se sont faits vers Reims Métropole, précisément. Bien sûr, dans le cadre de la création de la communauté urbaine, des compétences ont été transférées, mais cette communauté... Donc du coup, ça a soulagé Reims. Ça soulage Reims. Vous savez, il y a des systèmes de reversion entre ville et le Grand Reims, parce qu'il y a une spécificité. Le Grand Reims, 300 000 habitants, la ville de Reims, 187 000 habitants. Et donc, cette mutualisation, elle est nécessaire en termes de fonctionnement, en termes d'administration, en termes également de cabinet et de direction et de services. Et je dirais qu'il n'y a pas, le moindre écart ou de différence entre les deux collectivités en termes de gestion. Chacun a ses compétences. Il y a un patron à la mairie de Reims, c'est le maire. Il y a une présidente à la communauté du Grand Reims qui travaille avec l'ensemble des maires du Grand Reims. Catherine Vautrin. Voilà. Et donc, vous êtes en mesure de dire aujourd'hui aux administrés qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts? Ça faisait partie d'ailleurs d'une promesse de campagne. Tout à fait. Depuis 2014, nous n'avons pas augmenté le taux de la fiscalité à Reims. D'ailleurs, nous l'avons même baissé, puisque nous avons baissé de 20% dès notre arrivée la taxe sur les ordures ménagères. Nous avons baissé de 50% la TLPE, la taxe sur les enseignes, qui avait augmenté de 300% sous le mandat précédent. Et là, on touche les commerçants, les artisans. Donc, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et il y a un moment, si je ne veux pas augmenter les impôts, il faut bien que je trouve, de l'argent pour investir, que la collectivité ait de l'argent pour investir. Et donc le choix est de baisser, de maîtriser le fonctionnement. Ce n'est pas une baisse de fonctionnement, c'est une maîtrise de l'augmentation à 1,2% par an. Je vous propose d'entendre ce que vos administrés, certains d'entre eux en tout cas, que nous avons rencontrés au quartier des Argonautes, attendent encore de vous. C'est une ville bien, mais il manque un peu d'activité. C'est bien, on a tout à disposition, il y a tout à côté, tous les magasins. Franchement, on est tranquille, il n'y a pas trop d'histoire. Bon, ça va, il y a une bonne communauté. Vous sortez beaucoup? Oh, un peu, oui. Quand il y a comme les fêtes Jeanne d'Arc, tout ça, on essaie toujours d'y aller. Je trouve qu'il n'est pas trop propre, le quartier. Je trouve qu'il y a beaucoup de... des chiens qui font sur des trottoirs. Il y a plein de pigeons, on regarde des façades, il y a plein de crottes de pigeons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux dans ce quartier? Pour que ce soit plus animé? La fête du quartier, qui était une bonne fête assez sympa, qui se passait là à la place des Argonautes. Il y avait des feux d'artifice, c'était vachement convivial. Maintenant, cette fête, je la vois plus du tout, quoi. J'y assiste plus parce que je la trouve inintéressante maintenant. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Les structures sportives,
Actuellement, on est un peu en manque avec la piscine, mais bon, je pense que ça devrait arriver. Ça manque de vie. Pareil, nous, on a connu pareil, les marchés. Le marché, il faisait tout le tour du quartier. Là, il est structuré dans un coin. Ça ferait revivre tout ça, de le mettre sur place. Je sais pas, il y a beaucoup... Voilà, quoi. Faire bouger les choses, quoi. Bouger, bouger, bouger. Bon, Arnaud Robinet, la ville des Sacres, c'est bien, mais on s'ennuie. On s'ennuie, je ne le crois pas. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais quand on regarde les activités, les événements proposés, pas seulement par la ville de Reims, mais par l'ensemble des structures, des associations, lorsque vous prenez un programme, tous les soirs, il y aura quelque chose à faire. Entre les spectacles à la comédie, au manège, à l'opéra, entre la cartonnerie, entre les manifestations, événements organisés par les maisons de quartier qui maillent l'ensemble du territoire, il y a à faire. Alors peut-être que l'information passe mal. Alors après, parce que sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On est entièrement d'accord là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que nous regardons notamment avec le Trésor en termes d'offres culturelles, d'avoir un lieu unique et qui communique sur l'offre culturelle sur l'ensemble de la ville. En termes sportifs également, d'ailleurs, nous aurons des panneaux d'information qui vont voir le jour sur la ville, justement pour mieux informer et communiquer auprès des Rémoises et des Rémois. Mais bien sûr que l'on peut toujours faire. J'entendais l'exemple, par exemple, de la fête du quartier Châtillon. Ce n'est pas la ville qui organise la fête de quartier, ce sont soit les maisons de quartier ou les associations de commerçants. Mais je dis également une chose, aujourd'hui les associations sont confrontées de la même manière que la collectivité en termes d'organisation sur les mesures de sécurité imposées par l'État, que je comprends parfaitement et que nous devons respecter. Derrière, il y a des coûts. Mais il y a une vie associative très riche à Reims et nous voulons continuer, je dirais, à faire de cette ville une ville effervescente, mais dans tous les quartiers. Est-ce que ça reste une priorité pour vous, les quartiers, comme on les appelle, un peu périphériques des villes, donc comme ce quartier de Châtillon? Vous avez entendu les propositions d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est en mesure de répondre aux questionnements des gens dans les quartiers? On ne les a pas tous entendus, bien sûr, mais aux questions que peuvent se poser les gens dans les quartiers et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est une priorité et ça restera la priorité. Je rappelle juste qu'en 2014, nous sommes battus pour que 2 quartiers rémois soient inscrits dans la rénovation urbaine étape numéro 2, le quartier Châtillon et le quartier Europe, concernés par l'enveloppe régionale, mais on va dire ça c'est du technique. Ensuite, le quartier Croix-Rouge et le quartier Orgeval. Et donc, la collectivité, les 2 collectivités, les bailleurs, nous travaillons ensemble depuis maintenant 3 ans. Derrière, nous attendons quoi aujourd'hui? Les financements de l'État et de l'ANRU. Et j'espère que nous pourrons signer en tout cas la finalisation du dossier et des dossiers au mois de juillet. Et puis derrière ça, je vais être très clair. Moi, il y a un discours que je ne peux pas entendre et que j'ai entendu sur le perron de l'Élysée par un personnage qui disait « la société exclut les gens et rien n'est fait pour les quartiers ». Il n'y a jamais autant d'argent, des milliards d'euros sur le territoire qui ont été injectés dans les quartiers de nos villes ou de nos communes. Rénovation urbaine, contrat de ville, mise en place d'actions et d'équipements sportifs. Nous demandons à nos équipements culturels également d'aller dans les quartiers, d'ouvrir des antennes. Mais il y a un sujet qui n'a pas du tout été abordé, notamment par le plan de Jean-Louis Borloo. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être non pas pragmatique, mais réaliste. Et chacun sait ma position, je suis plutôt quelqu'un de modéré. Mais il y a un sujet dans nos quartiers, c'est les trafics de drogue, la radicalisation et le communautarisme. Et là, nous avons besoin de l'État. Est-ce que vous avez les forces municipales, policières suffisantes pour y aller, ou les forces de police nationales aussi? J'avais également des objectifs en 2014 en termes de sécurité, doublement des effectifs de la police municipale, c'est réalisé, et c'est en cours de finalisation, et également déploiement de la vidéoprotection, c'est en cours de finalisation. Donc ça aura été contrat respecté. Derrière ça, attention, la police municipale n'a pas les mêmes prérogatives que la police nationale. Mais je salue le travail de coordination entre la police municipale et la police nationale, mais nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin de faire respecter l'ordre dans nos quartiers. Il n'y a pas uniquement les quartiers que certains appellent banlieues, mais également même dans le centre-ville. Et derrière, il y a une vraie volonté, en tout cas, de vouloir mettre fin au trafic et surtout, de façon en travaillant avec les associations, également avec les familles, mais en étant aussi sévère sur le sujet, d'avoir un regard, pas vigilant, mais en tout cas un regard et des actions qui doivent mettre fin à ce phénomène de radicalisation dans nos quartiers et de communautarisme. Moi, quand on est rémois, on peut habiter Croix-Rouge, Châtillon,
Europe, Orgeval, Centre-Ville, les Faubourgs, Jaurès, Avenue de Lens, Sainte-Anne ou autres, on est avant tout rémois. On a les mêmes devoirs, on a les mêmes droits, mais surtout, on a les mêmes devoirs, le respect du bien public et en tout cas, tout faire pour le bien vivre ensemble et conforter le lien social dans cette ville. Quelques mots sur votre très gros dossier, donc le centre aquanautique. Oui. Il en est où? Il ouvre quand? Écoutez, les fouilles sont en cours de finalisation et nous allons poser la première pierre officiellement, même si les travaux auront débuté, le 12 septembre prochain. Le projet Reims Grand Centre, c'est une zone de 100 hectares. Il y a certes la Cernam, j'annoncerai mois de juin, début juillet, et je présenterai la salle événementielle également qui prendra place sur la Cernam. Il y a les promenades, les travaux vont commencer dans quelques semaines. Donc il y a également la partie Boulingrin, donc c'est ce projet Reims Grand Centre. Mais ces investissements ne concernent pas uniquement, on va dire, cette partie du centre-ville, d'ailleurs des équipements ouverts à l'ensemble de la population pour que les gens viennent justement et soient mobiles au sein de la collectivité et de la ville, mais c'est aussi des investissements importants dans l'ensemble des quartiers. Nous allons poser la première pierre de la nouvelle maison de quartier aux Épinettes, nous allons poser la première pierre de la nouvelle maison de quartier à Croix-Rouge, Pays de France, Croix du Sud, 17 millions d'euros de voirie avec 25% pour le centre en termes de mise en valeur du patrimoine et 75% pour les faubourgs et les quartiers. Donc c'est toute la ville qui est en mouvement, toute la ville qui est concernée par cette dynamique. Toute la ville qui bouge. L'avenir de l'université, l'URCA, écoutez, dans le Grand Est. Moi, j'ai plutôt un regard optimiste sur l'avenir de notre université. Je salue le travail du président Guillaume Gelé et de toute son équipe. Et je salue également le soutien de la région Grand Est. Philippe Richert avait pris le dossier en main pour accompagner l'université dans sa reconstruction, le campus 3.0. Aujourd'hui, ce dossier est repris par Jean Rotner. Et donc, l'université est sur les bons rails. Nombre d'étudiants est en augmentation. Parcoursup... Je vais être franc avec vous, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir porter un jugement sur ce nouveau système, non pas de sélection, mais d'orientation pour les lycéens. Par contre, je reviens sur l'enseignement supérieur. Notre université, oui, qui est le chef de file. Il y a Neoma, il y a également Sciences Po, il y a l'ESAD, notre école de design, et puis toutes ces écoles qui aujourd'hui souhaitent s'implanter sur Reims, notamment sur le pôle de compétitivité avec la présence de chaires d'AgroParisTech, de Centrale Paris. Il faut savoir qu'à Reims, 1 habitant sur 6 est étudiant. On passe au sport, oui, avec une très bonne nouvelle, puisque le Stade de Reims est en Ligue 1. Oui. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors, on a vu avec le président Caillot qu'il avait déjà le budget pour la Ligue 1, 35 à 40 millions d'euros, vous voyez. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous, la ville? Vous savez, pour la ville, déjà, c'est une fierté pour le maire, certes, mais pour le Rémois que je suis et le supporter du Stade de Reims que je suis, comme un grand nombre de Rémoises et de Rémois. Les retombées, on ne peut pas forcément les estimer, mais je sais qu'un restaurateur me disait le Stade de Reims en Ligue 2, c'est 25% de moins de chiffre d'affaires, par exemple, les soirs de match. Mais on va parler de Reims chaque semaine dans les médias nationaux. Le Stade de Reims, c'est une marque, le Stade de Reims, c'est une histoire. Et la 12e ville de France se doit d'avoir un club de football en Ligue 1. C'est fédérateur. On peut ou ne pas aimer le football, mais c'est un sport qui réunit 15 voire 20 000 personnes chaque semaine à Delot, nous dans les stades. Ça fait partie de l'effervescence, mais comme le CCRB dans le basket, comme le club de hockey, comme l'ensemble des clubs et associations qui font vivre le sport sur le territoire. La Coupe du Monde féminine. Oui, un beau challenge. En tout cas, dans un an à peu près, nous aurons donc les matchs de la Coupe du Monde de football féminin à Reims. Mais il y a un avant. Ce n'est pas uniquement le mois de juin 2019, parce que nous travaillons d'ores et déjà avec les maisons de quartier, avec les associations, pour faire la promotion du sport, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y aura une Coupe du Monde, je dirais, un après-Coupe du Monde, bien sûr, après juin 2019. Les fêtes joanniques, c'est bientôt, c'est le week-end prochain. Comment ça se prépare? Écoutez, ça se prépare bien. Comme vous le savez, c'est une organisation de Reims en Fête qui organise chaque année ces fêtes joanniques. On estime à peu près entre 100 et 150 000 personnes qui vont déambuler dans ce village médiéval. C'est une des plus grandes fêtes nationales médiévales, en tout cas en France. Il y a des évolutions parce que j'ai dit au comité à Reims en Fête, il faut faire évoluer la manifestation. Il n'est pas question de la supprimer comme j'ai pu
l'entendre ou le lire sur certains réseaux sociaux, parce que c'est un événement incontournable de la ville, mais qui doit aussi évoluer. Et j'espère en tout cas que le temps sera avec nous. Donc, un petit mot peut-être sur le positionnement de Reims dans le Grand Est. Vous savez, Reims, en quelques secondes, ça va être dur. Reims, c'est la deuxième ville dans le Grand Est après Strasbourg en termes de poids, en termes du nombre d'habitants. Aujourd'hui, nous jouons parfaitement ce pôle d'équilibre dans la région Grand Est, Strasbourg à l'extrémité Est, Reims à l'extrémité Ouest. Nous sommes la porte d'entrée Ouest de la région Grand Est, tout en étant la porte d'entrée Est du Grand Paris. Aujourd'hui, depuis 2014, c'est 26 à 28 entreprises qui s'implantent par jour. Depuis 2014, c'est 1500 emplois nets créés sur le territoire rémois. Ce sont des écoles qui viennent s'installer. Voilà, nous jouons pleinement notre rôle, mais également avec le soutien de la région Grand Est. Merci beaucoup Arnaud Robinet. Cette émission est à retrouver sur Internet. Bon dimanche à tous.